Si tu veux t'enrichir rapidement, c'est l'entrepreneuriat, c'est le capital, évidemment. T'as du capital, de l'equity, toi, de Trade Republic? Bien sûr. La mission de l'entreprise, c'est de régler le problème des retraites. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter le gaspillage de l'argent. La génération Z, ils ont complètement changé de mentalité par rapport aux générations d'avant. Il y a une levée de tabous sur l'argent. Et nous, avec le produit qui fit ce besoin-là, en effet, depuis day one, on a une croissance de dingue. 2019, 0. Janvier 2024, 4 millions de clients en Europe. Janvier 2025, 8 millions. Si tu veux toucher sur les émotions des gens, c'est le bénéfice du bénéfice sur lequel il faut parler. Combien il y a d'argent en France qui dorment? Pourquoi t'as rejoint une start-up? Est-ce qu'on choisit plus la boîte, l'ambition de la boîte, ou les personnes qui la montent et avec qui tu vas travailler? Si tu sais pas gérer tes émotions, t'es bloqué. Et si t'es bloqué, t'es inactif. Mais il y a un truc dans le monde qui est pas du tout inactif, c'est l'inflation. Et lui, il te mange. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Épisode un peu spécial car je ne reçois pas un CEO, ou du moins pas encore. Mais on va en parler, tu sais quoi, j'allais te présenter. Est-ce que, je vais poser la question les pieds dans le plat, est-ce que tu te considères CEO? Non. Non? C'est quoi la différence? T'es country manager, je te laisse te présenter, mais dis-moi c'est quoi la différence avec un CEO? Le CEO va avoir la responsabilité des opérations notamment. Quelque chose que j'ai pas dans mon rôle de country manager. Les opérations sont externalisées dans d'autres teams. Ok. Mais tu as quand même un enjeu de bien parler à tes clients d'une manière locale. Oui. Ça, c'est pas des opérations. Pour le coup, c'est plus du côté marketing ou du côté relations extérieures qui sont pleinement dans mon rôle, qui sont aussi dans le rôle d'un CEO. Mais on va dire voilà que j'ai pas un rôle complet de CEO. Ça se rapproche plus du CMO, je pense. Ok, attends, je suis hyper curieux. Bon, on l'a dit, t'es country manager, et quand on s'est eu au téléphone, j'étais en mode putain, enfin on va lever le voile sur qu'est-ce qu'un country manager. Et je pense d'ailleurs c'est différent de plein de boîtes. Là, tu parles des opérations. Bon, on l'a même pas mentionné, mais tu bosses chez Trade Republic. Allez, vas-y, on va refaire les choses. Vincent, présente-toi et pourquoi on se parle aujourd'hui. Raconte-moi tout ça. Salut Yacine. Donc, moi, je suis Vincent Grard, je suis le directeur France de Trade Republic. Qu'est-ce que Trade Republic? Application d'épargne initialement, qui est ensuite devenue néobanque. On les appelle comme ça parce que c'est récent. Néanmoins, on a une licence bancaire complète, donc comme toute banque traditionnelle. Et nous, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de régler le problème des retraites en Europe pour les particuliers. C'est vraiment les retraites. C'est les retraites. La mission de l'entreprise, de façon européenne et globale, c'est de régler le problème des retraites. Parce que c'est un problème qui est commun à quasi l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ça commence à quel âge, selon toi, en France, le mot retraite, et à quel moment il rentre dans nos têtes? Écoute, on a fait une étude sur nos clients pour leur demander pourquoi ils investissaient. Et il y a des choses très, très étonnantes qui sont ressorties de cette étude. Tu pourrais penser initialement que la retraite, tu commences à y penser 35, 40 ans, à te dire, ah tiens, je vais aller faire ma petite simulation sur le site officiel pour savoir combien j'aurai. Là, tu te rends compte que ça va pas faire beaucoup. Tu te dis, bon, je vais commencer à épargner de côté. La vérité, c'est que la grosse majorité des 18-25 qui ont répondu à cette enquête nous ont indiqué que leur motivation principale, c'était de préparer la retraite. Est-ce que tu sais pourquoi? Ou est-ce que vous avez eu des analyses? J'ai ma petite idée. Dis-nous. Moi, je pense sincèrement que la génération Z, du coup, il y a eu un switch, désolé pour l'anglicisme, mais ils ont complètement changé de mentalité par rapport aux générations d'avant. Il y a une levée de tabous sur l'argent qui est quasi intégrale. On va en parler du pourquoi. Hein. Bien sûr. Mais c'est cette génération-là, en fait, c'est une génération qui veut contrôler. C'est une génération qui veut savoir. C'est plus une génération qui dit ou qui va dans sa banque au coin de la rue parler avec un conseiller bancaire qui au final est un conseiller commercial et qui va avoir une posture de sachant vis-à-vis du client, d'expert, en fait, ou d'expert exactement. Et là, en fait, c'est une génération qui veut vraiment apprendre par elle-même, qui veut comprendre et ensuite qui veut faire. Je pense à une chose, quand on parle de retraite, ça a fait tilt. À 15 ans, on faisait blocus pour la retraite. À 15 ans.
Et je pense que nous, à l'époque, on savait pas trop ce que c'était. Et moi, j'aime bien dire, je t'en ai parlé un petit peu avant, je monte héritage. J'aime bien dire que moi, je suis un grand anxieux. Donc déjà, à 12 ans, je savais ce qu'était le CDI, la retraite et bien évidemment le bac. Mais en fait, je pense que tu as raison. Il y a aussi un phénomène d'anxiété. Tu vois que même on bosse en France. L'émotion de la peur et de l'anxiété déclenche une réaction du coup. Et la réaction que toi, que tu as eue sur ce sujet-là, c'est d'aller te renseigner. Tu vois. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans la société. Alors que nos parents ou nos grands-parents, ce que tu veux dire par rapport à la Gen Z, bon, moi je suis à la limite, hein, Gen Y, Gen Z, mais ce que tu veux dire, c'est qu'on se laissait plus porter par le système et on rentrait dedans, on faisait confiance. En fait. On te disait, c'est comme ça. La retraite est garantie, le système de santé fonctionne, t'as pas à te soucier de rien. En fait, il n'y avait pas de raison pour eux à cette période-là. C'était une période où, ok, il y avait un peu d'inflation, mais c'était compensé par les taux d'intérêt. C'était une période où la France faisait une croissance qui était encore forte. Donc en fait, tout le système tenait. Si tu veux. C'était une période où aussi il n'y avait pas un seul actif pour un retraité, mais tu avais 3 actifs pour un retraité. Donc voilà, c'est un phénomène démographique qui n'était pas encore problématique. Donc oui, c'est plus la même période en fait. Et cette génération-là, elle fait face aux problèmes qu'elle rencontre. Trade Republic n'aurait pas eu ce succès, en tout cas qui connaît en France. On a beaucoup parlé de la France. Si vous l'aviez monté ou lancé il y a 10 ans, par exemple. Parce qu'on parle du time to market. Bonne question, difficile d'y répondre, mais en effet, en fait, tu sais, ce qu'il faudrait regarder, c'est de regarder les enquêtes, les sondages officiels qui sont faits d'opinion publique, et tu regardes quelles sont les top 3 préoccupations des Français. Il faudrait essayer de retrouver une étude, je sais pas, de 85 ou de 90. Est-ce que c'est de regarder ce que c'est. Est-ce qu'ils nous diraient pas, oh non, l'argent, je m'y intéresse pas, parce qu'en fait, on a mis une omerta en France sur le sujet financier. Tu vois, quand je dis mytho, c'est qu'ils n'oseraient pas dire la vérité. T'as un biais t'as un biais de réponse sur comment la question est formulée. Ça, c'est sûr. Donc, si en effet, t'orientes un peu ta question, tu vas forcer le répondant à donner une réponse qui va dans le sens que tu veux montrer, j'imagine. Mais non, je pense pas. J'espère que les gens qui répondent à ce type d'enquête le font d'une manière sincère. J'ai vu des enquêtes sur comment ils font ces enquêtes. Ouais. Sur même comment ils collectent, tu sais, les audiences. C'est quand même assez flou. Hein. C'est pas hyper carré. Alors, quoi. Moi, j'en fais de temps en temps avec un institut, c'est l'IFOP. Okay. Tu as une méthodologie qui est très stricte, très expliquée. Si je veux. Okay. Donc, j'ai la possibilité de savoir par type d'âge, par type de personnes, catégories socio-professionnelles. Enfin, ça va très loin quand même dans l'analyse des données, ce qui peut te permettre vraiment d'identifier des points. Donc, je pense que sans une certaine maîtrise et rigueur dans la tenue de ces études, tu n'aurais pas des résultats fiables. J'ai une mini question là-dessus et après on va refaire un tour dans ta tête car c'est toi qui m'intéresse, Vincent. Est-ce que quand tu vas faire appel du coup à l'IFOP, à des instituts de sondage, est-ce que tu viens avec une hypothèse que tu veux valider ou est-ce que à l'inverse tu viens avec une question très large à la recherche de réponses mais qui peuvent être, tu vois, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Tu peux en effet arriver avec une hypothèse et ensuite, avec l'Institut, vous allez construire un questionnaire qui va te permettre d'obtenir les éléments qui te permettent de valider ou d'invalider ton hypothèse. Okay. En effet, tu peux aussi aller faire un questionnaire proactif pour comprendre ce que les gens pensent sur un sujet. Et ensuite, c'est l'analyse de ça qui vont te permettre de découler des... tu vas comprendre le pourquoi, en fait. Donc après, tu pourras trouver le quoi et comment le résoudre. Donc c'est les deux approches marchent en fait. C'est les deux chez vous. C'est vraiment moi c'est plutôt la deuxième. J'arrive pas avec des hypothèses. J'ai beaucoup de mal à arriver avec un biais. Ok. J'ai trop de fois je me suis trompé en pensant que des choses allaient se produire de telle manière parce que ça s'était déjà produit avant qu'en fait j'arrive sans biais. C'est la donnée qui va te
qui va te donner la réponse, c'est pas toi. C'est tellement un entrepreneur qui s'est pris pas mal de portes ou qui a eu des déconvenus qui pourrait dire ça. Et ça me fait trop rire parce qu'on va tendre vers ça à la fin. On s'en était parlé un petit peu. Mais du coup, on va recommencer par le début. Alors, sans nous faire un petit peu tout ton parcours, mais moi, j'aimerais comprendre une petite chose. T'es en France. On t'annonce que après les études, on te parle de carrière. Il faut savoir la bâtir. Il faut savoir, tu vois, carrément mettre des petites graines aujourd'hui qui vont payer dans 10, 15, 20 ans, puis dans 50 ans la retraite. Pourquoi t'as rejoint une start-up? Parce que c'était une start-up, peut-être qu'elle avait des très beaux chiffres, mais ça reste une start-up. Scale-up. Je pense que... Non mais vas-y, explique. Qu'est-ce que la différence? La différence, c'est dans quel stade tu es dans la vie de l'entreprise, si tu veux. Ouais, la startup, c'est de 0 à 1. La scale-up, elle va être de 1 à N. Moi, j'ai tendance à dire qu'une startup, c'est quand même un modèle scalable. Et d'ailleurs, dans Scalab, Scale-up, donc toi, tu veux dire que startup correspond à un niveau de maturité de la boîte. Donc, bon, quand t'es arrivé, vous avez déjà fait pas mal de preuves, quoi. Mais en fait, quand moi je suis arrivé, le produit venait d'être lancé en France. Ok. Quelques mois avant. Mathias était déjà là ou pas? Mathias a rejoint Trade Republic pour le lancement de la France. Ok, donc un peu avant toi. Ouais, quelques mois avant moi. Il t'a sourcé ou t'as apply? Il m'a sourcé. Évidemment, parce que... Non mais comment ça se passe? Est-ce que t'étais alerte? Est-ce que tu vois, t'étais open to work sur LinkedIn? Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathias, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Ok. On travaillait déjà ensemble dans des boîtes d'avant. C'était ton boss ou vous étiez d'égal à égal? Ça a toujours été mon boss. Donc, putain, j'adore. C'est logique si tu veux. Et même moi, je fais sensiblement la même chose. Quand tu lances un nouveau truc, quand tu as un nouveau besoin et que tu dois recruter rapidement des gens qui sont sachants, que tu es en capacité de maîtriser, mais dans le bon sens du terme, si tu veux, de mettre au travail correctement, et d'avoir une notion de confiance et de fiabilité, forcément, tu fais appel à ton réseau en premier. Tu fais appel à des gens avec qui tu as déjà eu un échange, avec qui tu as déjà eu la chance de collaborer, et ainsi de suite. Moi-même, je le fais à mon tour, si tu veux. C'est ça qui prime dans tes expériences, au final, c'est satisfaire ton N+1 ou ton N+2, peu importe, mais les gens avec qui tu bosses en direct, plutôt que réellement satisfaire la boîte. Je parle d'humain plus que de business à ce moment-là. Non, même si les deux sont liés. Le point principal, qui sera toujours celui qui est le mien, c'est c'est l'impact que tu as dans le projet de la boîte. Mais il y a un impact qui n'est pas quantifiable, pas mesurable. Lequel? Celui d'avoir la confiance, et quand je dis la confiance, c'est de Mathias se dire, ce mec-là, Vincent, je sais que je peux aller à la guerre avec, et je sais que c'est pas les beaux ça se travaille, mais c'est la confiance, c'est au final, c'est un investissement que tu fais dans quelqu'un pour aller atteindre ton objectif en termes d'impact. Mais toi, tu l'as pas fait pour ça à la base. Non, moi je l'ai pas fait pour ça. J'ai rejoint la boîte déjà parce que j'avais déjà confiance dans Mathias. En fait, quand on te pitch une boîte et qu'on te dit, bon, les mecs, c'est des dingues, ils ont une ambition de malade, on va avoir l'argent pour le faire correctement. Par contre, ça va être dur. Il faut pas avoir d'ego, il faut que tu oublies toute ton expérience d'avant, parce qu'en fait, on va complètement repenser le modèle. On va complètement repenser le produit, que ça aura rien à voir avec ce que tu as déjà vu et de comment le système d'investissement pour les particuliers fonctionne en France. Donc tu dois tout oublier. Ça veut dire que déjà, tu dois oublier aussi ton ego. Admettre ce qui est très dur quand même quand tu as une personnalité forte, de devoir te dire, ok, j'oublie mon ego, je crois que la data. On te recrute pas pour ton expertise, mais pour ta capacité à te réinventer, à prendre des problèmes et les résoudre? On te recrute pour ta capacité à exécuter le plan ou à le définir. Généralement, ça va ensemble. Le plus rapidement possible. Le challenger aussi? Le challenger aussi, bien évidemment. Okay. Le challenger, c'est tu l'exécutes, c'est un échec. Tu retentes d'une autre manière. Tu as pris tes learnings sur pourquoi tu as échoué. Tu retentes, tu améliores. Tu peux refaire encore un échec. Tout le but du jeu, c'est d'échouer, mais le plus vite possible. J'aimerais bien que tu apportes un conseil à notre audience. Parfois, il y a des plus jeunes
il y a des gens qui cherchent des stages, il y a des gens qui cherchent des jobs. Est-ce qu'on choisit plus la boîte, l'ambition de la boîte, ou les personnes qui la montent et avec qui tu vas travailler? C'est quoi qu'est-ce que tu mets les facteurs? Il y a des stats qui disent que la raison principale des gens pour quitter une boîte, c'est leur manager. Donc, tu as une majorité des gens qui sont au final mal managés, et c'est la raison principale pour laquelle les gens se cassent. Donc, évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, quand je rejoins une boîte, ce que je regarde en premier, c'est le projet. Et la capacité de la boîte à réussir ce projet. Si c'est pas Mathias qui t'en avait parlé, est-ce qu'il y aurait eu un C'est pas lui prix? qui m'en a parlé en premier. Ok, donc je connaissais déjà Trade Republic quand même. Je connaissais déjà Trade Republic. Okay. Mais il y a eu un prisme ou pas? Le fait que Mathias... Évidemment. Évidemment, au moment de prendre la décision. Okay. Évidemment. Tu peux pas nier que ça, tu mets pas ça dans la balance. Mais tu vois, tu me dis un projet, on va redéfinir en Europe comment les particuliers épargnent, et la boîte, elle a 2 millions d'euros seulement, t'es moins crédible. En termes d'ambition, oui. Bien sûr. Okay. Donc il faut moi en tout cas c'est ce que je fais, c'est je jauge le projet, l'ambition, mais je la mets aussi en perspective avec les capacités de l'entreprise à le faire. On va parler de thunes si ça te va. Ouais, on peut parler de thunes. Pourquoi tu as choisi de rejoindre une scale-up, non pas une start-up? Et je te mets ça dedans, je sais qu'on en a parlé avant et on est d'accord là-dessus. Les plus riches, ou pour être riches en France, c'est clairement des personnes qui prennent des risques et qui sont au bout d'un moment... C'est pas comme ça que je te l'ai dit hier. Alors moi je l'ai compris comme ça, mais dis-moi. Alors, en fait. C'est sensiblement ça, mais c'est pour t'enrichir. Pour t'enrichir, ok. Si tu veux t'enrichir rapidement, plus ou moins rapidement, hein, mais si tu veux t'enrichir en France, c'est l'entrepreneuriat. C'est le capital. C'est le capital, évidemment. T'as du capital, de l'equity, toi, de Trade Republic? Bien sûr. Bah, bien sûr. C'était hyper important pour toi? C'est hyper important. C'est la base aussi de la motivation quand t'es dans un coup dur. C'est l'association au final au projet commun. Tu vois? C'est ce qui te permet aussi de détecter aussi quand il y a un truc qui va pas, même quand il est pas dans ton périmètre. C'est de faire l'extra mile. Quand t'as l'equity, en fait, c'est comment l'équipe au global fonctionne qui fait que l'equity de tous ceux qui en ont va prendre de la valeur. C'est plus ta performance individuelle. Ok. Et ça, c'était important. Parce que tu peux avoir une performance individuelle incroyable, mais si les 4 qui sont à côté de toi ont pas d'impact, bah en fait, tes equity, elles vont jamais prendre. Mais est-ce que l'equity et tout ce dont on parle là est antinomique avec le métier de sales qui parfois est très incentivé à ta propre perf, même pas celle de ton équipe et de tes collègues? Je sais pas, moi ça fait longtemps que j'ai plus bossé dans une boîte où il y a des sales. Hein. Nous chez Trade Republic, on n'a pas de sales. On n'a personne qui appelle les gens. On va parler de ce marketing, de ces produits d'appel. On vend pas le produit, donc. Oui, il se vend tout seul. Non, il se vend pas tout seul. Tu sais, il y a une notion de. Tu montres le bénéfice du bénéfice. Tu vends ton produit, il va avoir un bénéfice. En fait, c'est le bénéfice du bénéfice. Si tu veux atteindre les gens, si tu veux toucher sur les émotions des gens, c'est le bénéfice du bénéfice sur lequel il faut parler. Donc, si on prend l'exemple de Trade Republic, le bénéfice, c'est d'avoir de l'argent qui travaille. Le verre d'eau. Ouais. Le verre d'eau, le bénéfice du verre d'eau, c'est que ça étanche ta soif. Le bénéfice du bénéfice, c'est que tu te sens mieux après l'avoir bu. Est-ce qu'il faut parler de l'étanchéité de la soif ou est-ce qu'il faut parler du bénéfice du bénéfice? Moi, je pense qu'il faut parler du bénéfice du bénéfice. Ok, donc quand il faut vendre, au bout d'un moment, c'est presque aussi de l'émotion. Tout est de l'émotion. L'argent, c'est de l'émotion. Quand tu as découvert sur ton compte, tu la ressens l'émotion ou tu te sens pas bien? Non mais tu vois ce que je veux dire? Balance les conversations off là, mais non mais t'inquiète. Mais on le ressent tous. Hein, tu sais, il y a un Français sur 4 qui a découvert au moins une fois par an. Ouais. Ouais, c'est un petit coup de flip, ouais. Donc voilà, et en fait tout est de l'émotion dans la vie. Ok. Et si on reste sur le sujet de l'argent, si tu sais pas gérer tes émotions, t'es bloqué. Et si t'es bloqué, t'es inactif. Ok. Mais il y a un truc dans le monde qui est pas du tout inactif, c'est l'inflation. Et lui, il te mange.
te mange ton pouvoir d'achat tous les jours. Le monde avance et toi, tu restes bloqué. Ouais. Ok. T'investissais avant? Oui. Ouais. Ouais. À quel moment t'as commencé à investir, mais même à prendre conscience qu'en France, même si on te le renvoie pas, gérer son argent, c'est important. Et placer ses billes, quoi. Gérer son argent, c'est important. Je l'ai appris le jour où je me suis dit que j'avais envie d'acquérir un bien immobilier ou d'acheter ma résidence principale. Et là, tu te rends compte que il faut un apport. Okay. Et là, tu dis, mince, j'aurais peut-être pas dû tout dépenser dans l'happy hour du jeudi depuis 3 ans. tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux. Et là, déjà, ça te procure une émotion. Là, tu dis, bon. Donc là, tu te prends en main, tu commences à réfléchir sérieusement à planifier les choses. Parce qu'après, du coup, t'es obligé de planifier. Tu dis, bah tiens, du coup, si je veux un apport de autant, étant donné mon salaire actuel, ça veut dire qu'il faut que je mette autant de côté par mois. À la rigueur, si ça travaille un peu à un certain taux d'intérêt, ça va accélérer le moment où j'aurai le capital nécessaire. Mais du coup, ça te force à planifier, à faire avoir un objectif. Un objectif. Et du coup, après, ça te force aussi à définir un budget. Parce que si tu veux pouvoir mettre de côté tous les mois, alors qu'avant, tu étais en mode YOLO, bah, tu es bien obligé de définir un budget dépenses-recettes et de t'y tenir au fait que tu dois dépenser moins que ce que tu gagnes, quoi. Et donc, en gros, par la contrainte, tu as été obligé de te renseigner. Est-ce que, j'ai entendu ça, je sais pas si tu es d'accord, est-ce que un bon conseil, c'est de savoir vivre toujours un petit peu en dessous de son réel niveau de vie, de sa capacité à... C'est évident. Enfin, je veux dire, c'est une règle de base. Tu peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Mais tu peux dépenser égal. Il y a des gens, je suis sûr, qui terminent à pile 0, voire un petit peu en négatif chaque mois. Bien sûr. Bien sûr, la vie est pas facile pour tout le monde, si tu veux. Donc oui, évidemment. Mais même des gens qui ont de l'argent. Hein, après, c'est une question de choix, si tu veux. Mais je pense qu'on peut raisonnablement dire déjà que si tu fais pas un budget, t'es pas en contrôle. Si t'es pas en contrôle, tu vas avoir des difficultés au bout d'un moment. Ça, on devrait l'apprendre à l'école? Gérer un budget? Ouais. Évidemment. Même plus que gérer un budget, parler de la retraite, parler de comment les Français les plus riches se constituent. Et là, on parle d'un capital. Toutes ces choses-là. Tu vois, rentrer vraiment dans le détail. Il y a déjà des cours d'éducation financière à l'école, mais c'est un module de 2 ou de 4 heures quand tu es en 4e ou en 3e, une seule fois. Donc c'est depuis 2-3 ans. Ouais, moi je suis pas si vieux. C'est ultra léger. Okay. C'est vraiment léger. Au final, parler d'argent, c'est parler d'émotions, c'est parler un petit peu de mathématiques. Faire un budget, c'est dépenses-recettes, tu mets une barre au milieu, tu notes. Ça va les maths, c'est pas non plus... Ça va. Normalement, c'est accessible. La difficulté là-dedans, c'est de le faire tout seul. Parce que quand tu es dans une génération potentiellement comme la mienne, tu vois, je suis né un peu avant le début des années 90, tu parles pas forcément d'argent avec ton pote. Tu parles pas trop d'argent dans ta famille non plus, sauf si tu as la chance d'être dans une famille plutôt aisée. Ça, c'est les choses que les études nous ont montré aussi. Quand tu viens d'une famille aisée, tu as plus de chances de recevoir ce niveau d'éducation financière-là lors des repas de famille du dimanche ou à table. Tu parles de tes projets, tu parles d'argent et ainsi de suite, et où tu vas avoir ce niveau de connaissance qui va redescendre de tes parents ou de ta famille proche. Quand tu viens d'un milieu modeste, l'argent est encore ultra tabou, et du coup, t'as pas cette chance d'avoir à cause des émotions, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ok. Putain, on doit passer à autre chose. C'est la dernière question. Bon, tu le sais, j'ai parlé d'héritage. Ouais. J'ai lu ça récemment, mais je sais pas. C'est pas noir ou blanc, mais on dit, parce que j'ai pas la source, désolé. Quelqu'un a dit... mais je t'inquiète. Non, trop fort. Après, je me demande, parce que j'ai regardé pas mal de reels de Mathias. Est-ce que c'est pas... Mathias, je sais qu'il dit aussi que les femmes gèrent 10 fois mieux les budgets que les hommes. On en parlärera peut-être un peu plus après, ou en tout cas... Les femmes investissent mieux. Investissent mieux, ouais. Bien sûr, et ça, c'est prouvé. Moi, j'ai les données, les données sur ça. Donc, non, moi, je te parlais d'héritage. Je voulais savoir, en fait, est-ce que quand tu as un coussin financier, mais aussi un héritage financier, et donc avec tu vois, l'aspect émotionnel qui rentre dedans, est-ce que tu penses qu'on prend plus de risques que quelqu'un qui n'a pas grandi avec ce confort? Je sais pas.
Tu vois ce que... Je sais pas, parce que d'un côté, tu peux te dire aussi... faut pas que je chie, quoi. C'est un héritage, exactement. Donc, potentiellement, je l'ai plus ou moins mérité, même si la notion de mérite, ça doit pas rentrer en jeu, à mon avis, là-dedans. Mais quand même, pour briller auprès des parents. Tu as peut-être une histoire de préserver l'héritage. Le fait de préserver peut t'orienter vers le fait que tu prennes assez peu de risques avec ça. Préserver, c'est antinomique avec le risque. Ouais. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui te permettent de valider ou d'invalider cette hypothèse-là. Même nous, on n'a pas l'info. Faudrait que je demande à mes clients. En fait, c'est comment tes parents te le retranscrivent au repas après, de famille. Moi, pour le coup, j'ai la chance de pas avoir reçu d'héritage. Donc, tu dis j'ai la chance? Bah oui, ça veut dire que personne n'est décédé. Ah oui, ok. Tu vois, pardon. Oui, après, oui. Oui, non, j'allais dire, ça aurait pu être les parents des parents ou bref. Allez, fais-nous. Je t'ai demandé des chiffres. Tu m'as dit que je pouvais pas tout me dire. Qu'est-ce que tu peux dire sur Trade Republic? Et j'aimerais bien comprendre avant que tu arrives et aujourd'hui en France, parce que je crois que vous avez fait une hyper croissance de malade. Raconte-moi ça. On est en hyper croissance depuis quasi le premier jour, si tu veux, en France. Donc c'était il y a combien de temps? C'était en janvier 2021. Donc 4 ans bientôt. Plus, c'est plus de 4 ans et demi. Tu sais, tu bats record sur record en permanence. Il y a pas si forcément tu as des échecs parfois et t'atteins pas les objectifs que tu t'étais fixés, mais encore une fois, tu t'apprends pourquoi et t'ajustes sur le mode après. Mais l'anxiété générale, tu vois, sur les sujets de retraite, sur les sujets de pouvoir d'achat, même si au final la retraite c'est un sujet de pouvoir d'achat. C'est la retraite, c'est préserver ton pouvoir d'achat futur. Bien sûr. Quand le pouvoir d'achat, la notion que tu vois aux informations, c'est le pouvoir d'achat immédiat. Le contexte qui est un peu ambiant, le fait qu'il y ait ces nouvelles générations qui soient complètement débridées sur le fait de parler d'argent et qui a envie de contrôler et qui se met à investir massivement, et nous, avec le produit qui fit ce besoin-là, fait que, en effet, depuis Day One, on a une croissance de dingue. Day One, donc depuis 2021. C'était quoi Trade Republic, toi, quand tu l'as rejoint, ou juste avant même d'ouvrir la France? Je suis arrivé 5 mois après le lancement, donc... non, mais je parle même pas forcément en France, mais au global, parce que c'est une boîte de Berlin, enfin allemande. C'est une boîte de Berlin qui s'est lancée du coup. La boîte a été créée en 2015. Le premier produit est sorti en 2019 en Allemagne. Ensuite, on a ouvert la France en 2021 et 2022. Ensuite, ça a continué jusqu'à la Croatie il y a quelques mois. Et au final, on est dans l'ensemble des pays de la zone euro. Ok. Donc, ça doit faire 17 pays à peu près. Combien de clients? Tu peux dire ça ou pas? 2019, 0. Ok. Voilà, c'est le lancement. 2024, janvier 2024, 4 millions de clients en Europe. Ok. Janvier 2025, 8 millions. Donc x2 en OK. En fait, ça nous a pris 5 ans pour passer de 0 à 4 et 1 an pour passer de 4 à 8. Tu vois, c'est ce phénomène d'hypercroissance-là, la courbe qui est exponentielle et qui se met à pic. C'est encore plus vrai sur les encours. Donc, combien vous gérez? Il y a d'argent au total chez Trade Republic. En 2024, en janvier, il y avait 35 milliards d'euros. On a passé les 100 en janvier 2025. Donc, ça veut dire que je sais pas, on appelle pas ça un panier moyen, mais la moyenne a augmenté aussi. Oui, la moyenne d'argent par compte a augmenté, ouais. Par client. C'était combien tu peux nous faire un petit peu la même évolution, mais de 2021 juste en France à 2025, ou tu n'as peut-être pas ces chiffres, dis-moi. En France, on ne partage pas les chiffres précis, parce qu'on le fait d'un point de vue global, parce que la mission de Trade Republic est européenne. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a passé la barre du million de clients en France. Ok. Là, en janvier 2025. Tu as vu ce même truc en 2025, tu dis? Ouais, donc 2021, 2025, 0, 1 million. Et de 2021 à 2024, c'est quoi? C'est 0 à 500 000 en fait, et en un an, vous avez fait x2. Je peux pas te donner les chiffres. Par contre, moi, ce que j'espère, c'est que 2025 à 2026, ça passe de 1 à 2. Ok, donc c'est un petit peu, vous suivez un petit peu la même ambition que vous avez eue au global avec Trade Republic, en tout cas en Europe. Ah oui, bien sûr. Complètement. Et même, j'essaie, moi, mon objectif personnel, c'est d'avancer plus vite que tout le reste de la boîte.
Pourquoi on va rentrer dans l'internationalisation parce que je pense que dedans on va parler de marketing, de aussi la stratégie des différents produits que vous avez, du fait que vous avez une licence mais que vous octroyez pas forcément de prêt à vos clients. Alors que moi, pour te dire, je suis rentré dans l'écosystème tech vers 2016. On a été biberonné à du N26 ou Revolut qui nous disait qu'ils ont pris du temps et que ça y est, ils ont leur licence comme si c'était le Graal pour une néobanque de devenir une vraie banque licenciée. Mais avant ça, pourquoi l'Europe et pas les US? Alors qu'on peut se dire que les US, ils investissent, la retraite, c'est géré par eux. Les US sont déjà couverts. Il y a une concurrence de malade déjà aux US. Donc et puis honnêtement, on est un projet européen, si tu veux. Donc les US, si un jour ça devient un sujet pour nous, ça sera un sujet d'expansion. Mais je pense que jamais ça a pu être un sujet de démarrage. Vous serez toujours la banque la moins chère aux US? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est pas un sujet pour nous pour l'instant. Ok. Donc pour vous, c'était l'Europe. Ouais. Et si je comprends bien, c'est que, entre guillemets, il y avait un manque énorme en Europe, alors que les US étaient déjà en avance là-dessus. Les US sont déjà en avance sur les sujets d'argent. Le système de financement des retraites est complètement différent de celui qu'on a en Europe. Les fondateurs de Trade Republic sont allemands, donc je pense que c'est aussi logique de lancer ton produit dans le pays dans lequel tu habites. L'internationalisation, c'est ça le rôle d'un country manager? C'est à ce moment-là qu'il apparaît? Non, oui. Alors oui, pour le coup, il n'y a pas de country manager en Allemagne. Tu vois, par exemple. Ok. C'est le CEO qui assure ce type de rôle. En Allemagne, vous êtes combien en Allemagne? Juste en termes d'employés? Ouais, parce que vous avez aussi, j'imagine, l'Obs et la tech là-bas. 450 personnes dans les bureaux de Berlin. C'est pas énorme, non? Non. Ok. En fait, on est les champions de l'automatisation. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais quand je te dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, qui sont complètement automatisées. En France, vous êtes combien? En France, on est quelques-uns. On n'est pas énorme. Mais non, parce qu'en fait, tu vois, on est une boîte de tech avec une licence bancaire. Donc, j'ai envie de te dire, 90% de nos opérations, c'est quelque chose qui est automatisé, si tu veux. C'est du code. Donc, on revient là-dessus. Pourquoi un country manager en France? Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes dans 17 pays de la zone euro, mais j'imagine que vous n'avez pas forcément 17 bureaux dans chaque pays. Non, on a des bureaux en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche. Pourquoi tu choisis d'ouvrir un bureau? Tu choisis d'ouvrir un bureau dans un pays que tu penses être stratégique dans ton développement à toi, ce que tu appelles un core country. Okay. Parce que c'est un pays dans lequel déjà il y a un besoin qui est énorme, dans lequel du coup ça va devenir un relais de croissance pour ton entreprise au global. Et du coup ensuite évidemment tu investis dans un rôle de country manager en local qui doit être présent dans le pays pour une multitude de sujets. Déjà d'avoir Raconte, ouais, tu sais, en fait il y a un gap culturel entre les pays qui est énorme. Bien sûr. Surtout Français, sur l'argent. Surtout sur l'argent. Un Français n'a pas du tout la même relation à l'argent, à la relation à l'investissement qu'un Espagnol, qu'un Italien, ou même qu'un Allemand. C'est-à-dire. Donc, tu es obligé d'avoir quelqu'un de la nationalité qui t'apporte ce cultural fit, tu vois, dans la manière. Moi, une partie de mon job aussi, c'est de donner du feedback à nos équipes produits sur comment un Français va percevoir un produit qu'on est en train de développer. Il y a carrément des landing pages que vous devez changer, non, peut-être pas des fonctionnalités produits, mais ou l'amener différemment. Pas juste du langage. Déjà, d'un point de vue réglementaire aussi, la réglementation française n'est pas forcément la même qu'en Allemagne, qu'en Espagne, et ainsi de suite. Donc forcément, ton produit, tu dois l'adapter aussi. Donc on a un socle commun qui est l'Europe, et après il y a du tailor-made sur chaque pays. Ok. Tu vois, par exemple, là, on a lancé le PEA en janvier. Le PEA, c'est un produit franco-français avec ses propres règles de gestion. Bien sûr. Donc ça, t'es obligé d'adapter. Tu peux pas échanger avec la presse si t'es basé dans un autre pays. Ça fonctionne pas. Une relation avec un journaliste, avec des journalistes et ainsi de suite, tenir des conférences de presse, c'est quelque chose que tu peux faire uniquement si t'es physiquement présent, uniquement si tu parles la langue locale. Donc tu peux pas, tu peux pas avoir un succès dans un pays si
si déjà t'as pas la presse, si déjà t'as pas cette notion de gap, de fit culturel que tu peux apporter. De ton rôle, hein, si je résume bien, c'est que vous avez un produit, il marche, mais ton enjeu, c'est de le faire fitter, c'est de faire fitter ce produit aux attentes. Et donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Tout à l'heure, t'en parlais, c'est presque de la communication, du marketing. Ouais, bien sûr. Moi, je fais beaucoup de marketing. Pourtant, vous dépensez... Enfin, raconte le marketing, justement. C'est quoi votre strat? On vous voit. Je vais pas te donner le détail. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, ça fait très longtemps qu'on a fait le choix d'aller communiquer au travers des réseaux sociaux, via les créateurs de contenu, pour aller diffuser un message. Le message, c'est pas forcément notre produit. C'est ce qu'on disait au début, le bénéfice du bénéfice. Donc, c'est là où on parle direct de retraite. En fait, le succès, quand tu fais du marketing comme on le fait, c'est de trouver désolé pour l'anglais, mais le best product message market fit. Ok. Donc, tu dois trouver le bon message qui va fitter avec la bonne audience via le bon canal de diffusion et mettre en avant le bon produit. Parce que vous avez 8 produits en plus. On a plein de produits, on a de la carte bancaire, on a du compte courant, on a des plans d'épargne, on a des PEA qui sont un compte d'épargne mais avec un avantage fiscal, mais aussi avec des contraintes. Donc en fait, il y a plein de produits différents, ce qui nous donne, et comme chacun des produits a un USP, un unique selling point, donc un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence du coup. Bien sûr. Quand tu définis une campagne marketing, tu dois forcément définir tous ces critères-là. Et donc, tu as quand même 4 critères, donc ça te fait beaucoup de combinaisons possibles. Donc, tu dois déterminer avec tel type de créateur de contenu, sur tel canal. Quand je te parle de canal, ça va être YouTube, TikTok, Instagram, des newsletters, des podcasts, et ainsi de suite. Tu dois déterminer du coup à ce type d'audience-là, sur ce canal-là, je dois parler de tel sujet et mettre en avant tel USP du produit. Donc, c'est la recherche permanente de la meilleure combinaison. Vous faites de la télé? On fait de la télé. On voit Mathias. Ouais, alors surtout la télé, le truc important, c'est qu'on a lancé en fin d'année Capital Épargne avec Julien Courbet. Ah, ok. Je sais pas si tu avais... non, je vois très bien que c'est Julien Courbet. Prime time le soir, tous les soirs du lundi au vendredi. Parce que c'est M6 ou non? C'est sur M6. Ouais. C'est juste avant, comment ça s'appelle? Scène de ménage. Ok. Ah, ça existe encore. Ça existe encore, apparemment. J'ai redécouvert ça aussi en regardant. Donc, et en fait, c'est des épisodes 1 minute. En 1 minute, c'est du micro-learning. En 1 minute, tu as Julien Courbet qui t'explique un concept autour de l'argent. C'est inspiré des réseaux sociaux, ça, non? Des codes des réseaux sociaux, ce 1 minute. C'est des formats très short, ouais. Micro-learning. Je veux te charrier, mais je suis désolé, je t'en ai parlé avant. Et là, c'est dédicace à Mathias, mais à toutes les équipes. Pourquoi vous avez mis autant peu de budget dans la conception de la pub? Donc, j'explique, la pub, c'est Mathias, derrière un fond blanc, qui parle face cam. Tourné dans les bureaux de Berlin. Donc, limite, en fait, je vais pas dire un iPhone, mais... Pourquoi? Ça me fait penser à un... Je pense qu'il y a dû y avoir 1 ou 2 iPhones, en effet, qui prenaient les angles sur le côté, ouais, bien sûr. Pourquoi? Écoute, pourquoi pas? En fait, pourquoi pas? En fait, ça match beaucoup dans notre style et ce que représente la marque. Ça fitait bien aussi dans le type de message qu'on voulait faire passer, avec le bon niveau de sincérité. Et ça fitait bien aussi avec la temporalité, le niveau d'urgence qu'on avait sur la production de cette publicité-là. C'est pas du tout financier, c'est une stratégie de communication pour montrer. Financier, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de sujet pour nous. On est juste là pour vous parler. 1,2 milliard, on est rentable depuis 2 ans maintenant. Okay. Donc le sujet, il est pas du tout financier. Le sujet, c'est comment tu exécutes ton plan le plus vite possible. T'arbitres. Il se trouve qu'on a tourné cette publicité dans les bureaux de Berlin et c'était très bien. C'est quoi les retours? Lorsque je te dis là, ça te surprend ou vous en avez eu d'autres, des retours un peu comme ça? Ça me surprend un peu. Après, on a tous... déjà, cette pub, elle nous a donné des learnings. Lesquels? Je peux pas te les donner parce qu'en fait, ça impacte un projet en cours. Qui sur le tournage de la prochaine pub. Tu vois. Donc, non, je peux pas aller dans le détail. Par contre, sur la méthode, ouais. Cette pub nous a donné des learnings, elle nous a donné des datas qu'on a pu analyser et on a du coup une idée très claire du prochain spot télé qu'on doit faire.
c'était important pour vous d'être autant sur la télé que sur les réseaux? Et là, on en a parlé un petit peu, mais ça vient à... Vous bossez avec beaucoup de créateurs. Répondre à des objectifs différents. La télé, c'est très court, mais tu as un très gros reach. Mais une attention très faible. Mais tu parles pas là aux 18-25 ans à la télé? Non. On est d'accord? Non, exactement. Ok. Les réseaux sociaux, tu vas tomber sur des formats qui sont plus longs. Donc, tu vas pouvoir aller plus en profondeur dans le message que tu veux exprimer. Tu vas avoir un reach qui est plus limité. Mais plus authentique, peut-être. Potentiellement plus authentique. En fait, c'est complémentaire. Ça sert deux stratégies différentes. C'est deux types de campagnes différentes. Mais tu vas targeter, ou en tout cas, tu vois, quand je te disais trouver la bonne combinaison, bah là, il fallait qu'on teste ce canal. Et il fallait, du coup, ensuite, tu testes en fonction des chaînes de télé sur lesquelles tu mets ta pub. Ça va te faire bouger la molette sur l'audience que tu vas cibler. Bien sûr. Tu vois, j'ai pas la même audience quand je vais faire sur un M6 que quand je vais faire sur l'équipe TV. Bien sûr. Donc, et ensuite, tu analyses toutes les données qui ressortent de ces trucs-là. Donc, voilà, c'est encore une fois un testing de combinaison. Là, on a choisi de donner un certain type de message aussi. La prochaine nous donnera certainement d'autres types de messages. Jusqu'à ce qu'on arrive à hacker le truc. Mais c'est trop drôle trop drôle. Vous faites de l'A/B test en fait en permanence. Permanence, c'est que ça. Et même une fois que tu dis j'ai trouvé la bonne sauce, en fait 3 mois plus tard les choses changent. Donc et même sur les réseaux sociaux, si tu veux. Moi, quand je vais parler à des créateurs de contenu et qu'on a une campagne en cours, je leur donne des angles. En fait, je leur dis voilà, en fonction de toi, le contenu que tu as créé la dernière fois et ainsi de suite, tiens, je vois 3-4 angles possibles. Et les angles, je te les ai développés un petit peu en te donnant le rationnel, le bénéfice du bénéfice, le produit derrière et ainsi de suite. Et je lui dis maintenant, tu choisis. Choisis, toi, qu'est-ce que tu penses qui fitera bien avec ton audience? Et il choisit. Et le mois d'après, si on refait une vidéo, il va en prendre un autre. Je vais lui en demander de prendre un autre et de le tester. Et là, nous, derrière, on va pouvoir avoir les données que le créateur de contenu nous remonte et on analyse. T'as bossé avec Loris Giuliano? Oui. T'as vu cette pub? Elle est incroyable. Elle est incroyable. Par contre, c'est lui tout seul qui l'a fait. On lui a pas donné d'angle. On lui a dit j'invite vraiment tout le monde à la regarder. Incroyable. Je l'adore. C'est avant la crime. Donc j'ai regardé hier. C'est juste avant la vidéo de la crime, ouais. Et puis c'est un peu. Elle est lunaire la vidéo. C'est méga fun si tu veux. Oui, ça c'est la partie. Tu comprends pas c'est la partie du job où vraiment tu t'éclates un peu. Ok. Ouais. Mais dans le sens détendu du terme, tu vois. Ouais, et puis ça correspond aussi, non? L'idée, ça parlait à des jeunes. Ça fonctionne très bien. Ça a servi une des combinaisons qu'on a testées. Il n'y a aucun problème. Complètement assumé. C'est complètement décalé. Non, j'adore. Je spoil pas, mais allez la voir. Juste, je reviens là-dessus. C'est qui votre cible, du coup, au final? Parce que on revient au tout début de la conversation. Notre cible, c'est tout le monde, en fait. C'est tout le monde, en fait. En fait, on parle d'un sujet de société. Donc, il y a une appétence naturelle d'une certaine cible. Tu vois, et comme on parle sur les réseaux sociaux initialement depuis 2021, la conséquence de ça, c'est que notre base client est très jeune. On a beaucoup de 18-30 ans. Mais c'est une conséquence du fait qu'on parle sur ce canal-là. Ça n'empêche que j'ai derrière des mecs avec des millions d'euros qui ont 65 ans. Alors, j'allais te demander, c'est qui le doyen des clients? Et je lui ai pas, mais je l'ai pas targeté, si tu veux, spécifiquement. Mais il se trouve que notre produit répond à son besoin. Donc, c'est presque faux de se dire, tu sais, en start-up, on te dit, faut commencer avec une niche. Est-ce que ça a été déjà du travail fait en amont? Ça, honnêtement, je serais incapable de te répondre sur ça. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut, pour moi, le plus important, c'est de parler correctement à ta cible. Okay. Tu peux parler à plusieurs cibles. Tu peux pas arroser dans tous les sens. Okay. Si tu fais pas ce travail de tester les angles, les messages et de les adapter à la cible, ça marchera jamais en fait. Ou en tout cas, tu vas burner trop d'argent. Ton résultat sera pas efficient. Je veux continuer dans le marketing. Ouais. J'ai une mini question déjà. Mathias, c'est quoi la différence de son rôle avec le tien? Parce que lui, on le voit aussi beaucoup. Mathias, c'est un rôle européen. C'est le boss des autres country managers. D'accord. Alors donc lui, le but il est du jeu, français, il gère la France. Enfin, il fait de la communication pour la France parce que c'est mon batch influenceur. C'est mon meilleur sales. Ok. Souvent c'est une petite blague que je lui fais, mais c'est mon meilleur sales. Non, mais en fait, ça a été le country manager de la France jusque fin 2023. Donc moi, j'ai repris ce rôle-là. Il y a une transition qui se fait. Le
Le sujet, c'est qu'il est célèbre. Il a fait un bouquin. Donc, il peut pas s'arrêter du jour au lendemain de communiquer. Donc, ce serait impossible que tu lui prennes sa place d'un point de vue média demain. Mais il va falloir que je commence à poster un petit peu plus de contenu par moi-même si je veux le faire. Mais vous avez créé une audience avec lui, ça sert à rien non plus de passer à côté, quoi. Voilà, on se partage les tâches dans ces rôles-là. Oui. Mais lui, son métier, c'est de scaler ce qu'on a réussi à faire en France jusqu'à maintenant dans les autres pays. Est-ce que la France est un des bons pays parmi les 17 ou parmi Deuxième après l'Allemagne. Donc Mathias est content. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Pourquoi Mathias il on n'est pas content. On peut faire mieux. Ah putain. On peut toujours faire mieux. Je voulais quand même savoir ça, mais attends, je vais parler de ça juste après. En plus, ça me refait penser à une question que je voulais te poser tout à l'heure. Juste, tu sais pourquoi Mathias, lui, t'a recruté? Sois humble, mais en même temps, je sais que tu connais ta valeur et que tu connais ta force. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans ce country manager? Il faudrait lui poser la question à lui. C'est un peu délicat. Il est pas là, on va pas le FaceTime. là, invite-le. Non, mais je vais pas répondre à sa place. Et puis tu le sais en tout cas, sans forcément nous le dire. Je pense le savoir, mais ça serait de l'arrogance si tu veux. Ok. Ok, next. C'est pas. Par contre, j'ai cette autre question. Ouais. Tu viens de le dire, on veut faire plus. On veut faire plus. Et puis tout à l'heure, tu as dit, on a commencé à faire des beaux chiffres, et je sais plus comment tu l'as dit, mais puis finalement, l'année d'après, on fait x2, et puis donc là, de 2024 à 2025, puis en fait, tu veux déjà faire limite x3 l'année d'après. Mais c'est ça. Est-ce que c'est pas important de célébrer les victoires? Si, c'est méga important. Et tu les célèbres. Mais il faut pas s'asseoir dessus. Exactement. Mais c'est important d'avoir du reward, tu vois, le bénéfice. Du reward, on en a, mais en tant qu'employé, en tant qu'intrapreneur, si tu veux, le reward ultime, ça sera l'augmentation de la valo des equity. Et personnellement, le reward émotionnel, c'est de faire que, en fait, ça soit un succès, si tu veux. On vous dit c'est bien, ou les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils vous disent OK, good guys, let's go to the next objective. Let's go to the next objective. Okay. C'est normal. T'as montré que c'était possible. Maintenant, tu continues vers un truc qui est impossible et t'essaies de le rendre possible. Pour bosser chez Trade Republic, faut pas être ce genre de personne qui n'a pas confiance en elle. Ou qui a besoin d'être mis dans les bonnes conditions, etc. Si t'attends d'être chaperonné ou guidé, c'est pas la bonne boîte. Ouais. Ok. Mais par contre, est-ce que tu l'as dit, humilité, pas d'ego, est-ce qu'on t'embauche pour ton expertise? Et là, je parle pas que de toi, je parle un peu au global. Ou est-ce qu'on t'embauche pour ta capacité à te challenger, à challenger les sujets qu'on te donne, à même challenger ton N+1? Est-ce qu'on te recrute pour ce que tu sais faire ou parce que tu as la capacité de savoir faire plus tard? Sur la méthode, sur ta capacité à exécuter la méthode. C'est ta capacité, ça peut passer par de la résilience, ça peut passer par plein de choses. C'est facile à analyser, ouais. C'est vraiment ta capacité à exécuter le plan. Et tout le monde a un plan, si tu veux. Même le CEO a son propre plan, tu vois. C'est juste lui qui le définit, mais ouais, c'est vraiment ça. C'est ta capacité à exécuter le plus rapidement possible. Tu peux avoir les échecs, il y a aucun problème. Le but c'est d'échouer vite. Mais il faut pas que tu t'arrêtes, quoi. Ok. C'est vraiment, tu fais, tu testes, tu réussis, tu passes au sujet suivant, tu testes. Ça recrute ou pas? Ça recrute toujours. Okay. Toujours, surtout à Berlin. Okay. Mais oui, ça recrute toujours. On a une petite page carrière sur le site avec les postes ouverts. Pas forcément allemand. L'anglais, c'est obligatoire. L'allemand, non. Sinon, je serais pas très très bien. Non, mais pour ceux qui veulent aller à Berlin, par exemple. Non, je sais plus, mais on a 35 nationalités, je pense, dans le bureau de Berlin, en termes d'employés. Basé où, toi? Moi, je suis à Paris, là. Tout le temps à Paris On a des bureaux dans Paris, ouais. Ok. Je voulais putain, le temps file, hein, je te bombarde de questions. Je voulais parler du business model. On en a parlé un petit peu avant. Ouais. Et concrètement, moi, quand je vois vos pubs, votre communication, je me dis, attends, il me file une carte.
et je suis un peu dans l'écosystème, donc je sais que ça lui coûte de l'argent. Il me rétribue donc à hauteur de 2,3%, je crois que c'est de 25 actuellement. Ça sera peut-être plus le cas pour ceux qui regardent le podcast dans 3-4 mois. Ça en fait, fluctue en fait. Comment vous faites des thunes? Raconte un petit peu Alors, on a quelques minutes en vulgarisant. On a différents types de revenus. Quand tu passes un ordre en bourse, donc quand tu veux acheter une action ou un ETF ou un autre produit, c'est 1 euro de frais. Okay. Peu importe si tu passes un ordre à 100 000 euros. Donc c'est un coût fixe. Voilà. Okay. C'est un coût fixe qui est de 1 euro. Qui est un des plus compétitifs du marché. Là-dessus, nous, on est rentable. Ok. On est rentable parce que c'est un business de volume. En fait, quand tu as 100 milliards d'euros qui tournent, ça va vite. Donc, ça, c'est la source principale de notre rentabilité. Ensuite, quand tu as des gens qui investissent dans ce qu'on appelle les ETF, qui sont des paniers d'actions qui sont gérés par d'autres institutions financières, en fait, et qui répliquent la performance d'un indice. Tu vois, par exemple, un ETF CAC 40, bah, tu vas voir les 40 actions du CAC 40, mais en un seul produit. Quand tu achètes ça, il y a des frais de gestion qui sont généralement entre 0,20 par an, ce qui est peu cher, qui sont prélevés par l'institution financière qui gère le produit. Bah, nous, on en retouche une petite partie. Vous êtes rentable là-dessus aussi? Donc ça, c'est une deuxième source de revenus. Ok. Bah, on est rentable, oui, parce que ça ne nous coûte pas, déjà. Ouais, on va parler des produits qui vous coûtent un peu. Il y a également les frais d'interchange. Ça, c'est quand tu fais un paiement avec ta carte bancaire à la boulangerie. Ton boulanger, lui, va payer des frais pour avoir le terminal, et sur chaque paiement, il paye un pourcentage. Et ces frais-là, ils partent à la banque, et en réalité, ils partent au réseau de réseau de paiement. Ça peut être Visa, ça peut être Mastercard. Ça, c'est des réseaux de paiement, ou réseau CB en France. Nous, en fait, à chaque fois que quelqu'un utilise notre carte, le réseau, et c'est une carte Visa, touche cette commission-là et nous reverse aussi une petite partie. Et la parenthèse, j'ai pas les chiffres, mais confirme-moi correct me if I'm wrong. J'étais en mode corrige-moi si je me trompe. Non, ça marche. Les taux sont pas du tout les mêmes entre Visa, Mastercard, Amex. Je peux pas te donner ce niveau de détail-là. Mais en tout cas, je sais que c'est pas les mêmes. Évidemment, on est sous NDA avec nos partenaires, donc. On va pas rentrer. Ok, vas-y, continue. Ce niveau de détail-là. Donc ça, c'est nos 3 principales sources de revenus. Et ensuite, vous vendez donc des cartes avec des comptes associés. Enfin, tu peux avoir un compte sans avoir la carte physique. Tu peux aussi commander la carte phisique. Ouais. La carte physique, vous perdez de l'argent au début? La carte physique, et en fait, on marge pas dessus. Quand la carte, elle est à 5 euros. Tu la payes qu'une fois. Hein. C'est pas tous les mois. Tu la commandes, tu la payes. Donc en fait, 5 euros, c'est le coût pour la produire et te la livrer. Donc tu vois, t'as déjà. Ça vous coûte max 5 euros? T'as déjà 90 centimes de timbre poste, et le reste, c'est 4 euros de création de la carte. Donc c'est une carte qui est en plastique, tu vois, une carte bancaire traditionnelle. Donc elle est produite. Après, elle part dans une autre usine où ils mettent la puce. Après, elle part dans un autre endroit où ils mettent les informations dans la puce. Et ensuite, ça part dans un dépôt central. Et ensuite, c'est livré chez toi. Donc oui, celle-là, on la vend 5 euros parce que c'est sensiblement ce qu'elle nous coûte. Et celle qui est en métal miroir, que tu as peut-être déjà vu, celle-là, on la vend 50 euros une fois parce que c'est le prix qu'elle nous coûte à produire, en fait. D'ailleurs, celle-là, elle est faite aux US. Sur ces cartes, c'est que du coût de prod. Vous essayez de break-even. Ok. Ouais. Mais derrière, si moi, je vais chez vous et que j'ai le compte sur lequel je fais, et donc j'ai pas un gros montant, je laisse, vous me rétribuez 2,25% de taux, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être que ça changera. À quel moment je vais être rentable pour vous? Ah, ça, on gagne pas d'argent, nous, sur les taux. Donc, en fait, c'est le taux de la banque centrale. Donc, c'est-à-dire que, en fait, l'argent qu'il y a sur les comptes des banques, elle est utilisée pour plusieurs choses, notamment faire des crédits. Tu vois, les banques qui font des crédits, elles utilisent cet argent-là en garantie pour équilibrer leur bilan. Et voilà, on va pas rentrer dans la partie technique, mais tu as des ratios à respecter en termes de garantie pour pouvoir faire des crédits en parallèle. Tu as aussi une obligation de le transférer à la banque centrale pour faire marcher le marché d'interchange. Et là-dessus, tu es rémunéré toutes les nuits. Nous, en fait, c'est ce taux-là qu'on reçoit sur l'argent de nos clients. Et on a simplement fait le choix de redonner l'intégralité à nos clients, en fait. Donc parce vous ne gagnez pas d'argent là-dessus? Non. Et de toute façon, c'est l'argent de nos clients. Tu vois,
tu sais, c'est pas le nôtre. Mais tu vois à quel point les gens qui sont traditionnellement dans des banques traditionnelles ne comprennent pas ça, en fait. Mais non, mais c'est pas l'argent de la banque, c'est la tienne. Ouais, donc, mais l'argent, la banque fait travailler ton argent et prend les intérêts c'est ça, habituellement. Nous, en fait, la vérité, c'est qu'on le place juste à la BCE pour recevoir un taux. Donc, autant le redonner aux gens. Ok. Tu vois. À quel moment, moi, je reprends mon exemple, à quel moment vous allez commencer à faire potentiellement de l'argent sur moi? À partir du moment où tu utilises ta carte et à partir du moment où tu as des plans d'épargne, par exemple. Le plus important dans des actions parcours client, si je comprends bien, le taux à 2,25% avec ce compte ou peut-être même cette carte à 5 €, qui en fait tout ça est moins cher que n'importe quelle banque. Si tu ouvres un compte chez nous et que tu déposes de l'argent dessus et tu fais rien d'autre, tu seras pas un client rentable pour nous du tout. C'est ça. Donc toi, ton but, c'est un produit d'appel. C'est ce sur quoi vous communiquez, mais le but derrière, c'est aussi de pouvoir vendre d'autres produits d'épargne. C'est pas le produit central sur lequel on communique, tu vois. Encore une fois, je vais revenir sur mon système de combinaison, mais c'est un USP parmi d'autres. Sur les 8 dont tu parlais, ok. Pourquoi ça marche, c'est que tous nos produits sont plus ou moins connectés. Un des très très gros avantages de la carte, c'est que tu reçois 1% de tout ce que tu dépenses. En cashback. Safeback. En safeback. Donc c'est pas du cash qu'on prend, c'est de l'épargne. Et qu'ensuite tu peux investir sur les marchés. En fait, c'est investi directement pour toi dans un des plans d'épargne que tu as déjà. Donc tu dois avoir un plan d'épargne. Donc en fait, notre mission, c'est de mettre les gens à l'investissement pour qu'ils puissent faire grossir un capital et qu'ensuite ils ne soient pas dans la merde au moment de la retraite. Donc pour ça, la base de la base, c'est d'avoir des plans d'investissement. C'est des plans, tu dis, moi j'ai investi 50 € par mois dans l'action, je sais pas quoi, Total, Google, Apple, peu importe, c'est toi qui choisis, ou dans un ETF si tu sais pas choisir. Okay. Ça, c'est la base de la base. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, Trade Republic a eu un très très gros succès en France. J'ai plus de plans d'épargne que de clients, tu vois, par exemple. Donc ça marche fort. Et ensuite, tous les produits qui sont arrivés après, au-delà de ça, tous sont plus ou moins interconnectés avec ça. Parce que c'est ça qui va vraiment résoudre le problème des retraites en Europe. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc c'est tout ce qu'on fait vienne diriger naturellement les gens à faire ça. Donc la carte, tu veux les bénéfices, ça tombe dans les plans d'épargne. Les intérêts au final du compte courant. La majorité des gens utilisent les intérêts qui touchent le premier du mois pour financer un plan d'épargne qui parle d'eux. Donc en fait, si tu pousses le truc plus loin, ça veut dire que en posant ton argent, tu peux épargner, investir gratuitement. Parce que tu peux investir uniquement les intérêts que tu as perçus. C'est dingue parce que j'ai l'impression que vous arrivez sur une commodité. Presque tout le monde en France a un compte bancaire. Vous êtes en train de réinventer un peu ces règles et de proposer via ça de pouvoir aller à un step plus loin, quoi, à une étape plus loin. Ouais, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter le gaspillage de l'argent. D'avoir 15 000 € sur ton compte courant qui travaille à zéro, c'est un gaspillage. Combien il y a d'argent en France qui dorment? Je crois qu'on est un pays où il y a beaucoup d'argent qui dort. On est à 575 milliards. Après, la dernière fois que j'ai regardé sur le site de la Banque de France, c'était il y a 3 ou 4 mois, donc c'est peut-être pas à jour, mais... Ouais, ça a peut-être même augmenté, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est un sujet. Je veux revenir un petit peu dans ta tête, c'est la fin de cette interview. Un grand merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, reviens dans ma tête. On fait un petit tour. Tout à l'heure, on en a parlé. Ta conjointe est aussi CEO, elle est entrepreneur. Mm-hmm. Puis tu côtoies Mathias, mais aussi j'imagine que tu vois les founders à Berlin. J'aimerais savoir une chose toute simple. Est-ce que côtoyer des gens avec cette ambition déteint sur toi? Naturellement. T'es obligé. Tu peux pas, à aucun moment de ta vie, tu peux dire que ton environnement n'a pas d'impact sur toi. Mais il y a le syndrome de l'imposteur aussi. Les gens qui te disent, moi je suis une carapace, je me laisse pas influencer, et ainsi de suite, ils te mentent. D'une manière consciente ou inconsciente, tu te fais influencer par ce qui se passe autour de toi, par les discussions que tu as. Donc oui, évidemment que ça m'influence. Donc Vincent à la tête d'une start-up avec des grandes ambitions. Déjà, Vincent fait un budget du coup. Tu vois, le premier truc. Non, mais tu peux pas aussi ne pas appliquer ce que tu crois, ton modèle, la story et ainsi de suite. Donc oui, ça m'impacte complètement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens ou c'est quoi? Est-ce qu'il y a un shortcut là-dessus? Est-ce qu'on pourrait savoir que c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Reprenez le contrôle. Ça, c'est le shortcut.
comment tu peux dire ça à un gosse de 18-20 ans, même sans parler d'argent, mais lui faire comprendre que les études, la vie même professionnelle est aussi faite d'ambition, de rencontres, de pouvoir impacter et de pouvoir s'enrichir aussi d'une autre manière que le CDI. L'ambition, les rencontres, en fait, il faut être conscient de deux choses. Il y a des choses que tu maîtrises, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a un facteur chance qui rentre en compte, celui-ci tu le maîtrises pas. Par contre, les relations que tu as, et comment tu les entretiens, tu le maîtrises. L'ambition que tu as, c'est quelque chose que tu maîtrises. Donc, en fait, il faut concentrer ton esprit sur les choses que tu peux contrôler et laisser faire le reste. Alors, moi, il y a des moments, j'avais préparé des campagnes, mais aux petits oignons. Ça avait pris des trucs, j'avais essayé de tester les combinaisons, ça partait, et ainsi de suite. Non, c'est pas paf, c'est Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Okay. La veille. Ouais. Ça te flingue ta campagne. Mais je suis pas en contrôle de ça, en fait. Le seul truc que je contrôle, c'est quand est-ce que je reprogramme ma campagne. Comment je réagis par rapport à ça. Mais le fait qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée, moi, je peux pas contrôler ce facteur-là. Tu vois, donc il faut vraiment se concentrer que sur ce que tu peux contrôler. C'est ma dernière question, on gratte un tout petit peu le temps. Mais promis, c'est la dernière. Est-ce qu'il y a un rapport en France entre notre relation à l'argent et notre relation à l'entrepreneuriat, ou un peu plus large, à se dire que tout est possible dans la vie? Je suis pas certain. Je pense que la France, c'est un très très bon pays pour entreprendre. Et je pense qu'en même temps, la relation... c'est pas très correct de dire relation à l'argent. Rapport à l'argent, je sais pas comment dire, mais... non, c'est la non-maîtrise des émotions que tu ressens sur les sujets d'argent. C'est ça le vrai sujet. Enfin, pour moi, c'est ça le rapport à l'argent, c'est comment tu traites les émotions que parler de ça te procure, en fait. Ok. Mais en tout cas, plus on en parle, plus on le démocratise. Oui, quand même le sentiment. Et on peut faire ce qu'on veut. C'est un mouvement qui est en cours, si tu veux. Je te dis vraiment, cette génération-là, 18-25, elle nous a pas attendu pour prendre le contrôle, elle nous a pas attendu pour poser les questions, et je suis assez persuadé que ça va pas changer très très vite. Donc, It's a wrap, j'ai envie de dire, il est temps qu'on serve ces 18-25. Ça tombe bien, et c'était un petit peu le truc que je voulais dire, mais c'est que moi aussi je le fais à travers mon podcast, mais d'autres médias qui vont venir, et on parle pas forcément directement d'argent, même si on va en reparler. Par contre, on parle de l'idée de miser sur soi aussi et de prendre des risques parce qu'on a une valeur et qu'on peut faire des choses. On en reparlera peut-être plus tard. Un grand merci, Vincent. Merci à toi, Yacine. Merci d'être venu. Salut. À très vite dans la tête d'un CEO. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu te parler du fait que j'ai jamais investi 1 euro pour le moment. Mais moi, je suis un exemple un peu chelou, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Avec plaisir. Ciao les amis, à très vite. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.